soir Laetitia Krupa, journaliste spécialisée en communication politique. Bonsoir. Hervé Morin, bonsoir. Bonsoir. Président du parti Les Centristes, président de l'Association des régions de France. On va y revenir dans un instant. Razi Hammadi, bonsoir. Bonsoir. Entrepreneur, ancien député, ancien porte-parole aussi du parti socialiste. Moi aussi, ancien député. Exactement. Ancien entrepreneur. Mais vous n'êtes pas retraité de la politique complètement. C'est vrai. Eros, bonsoir. Rappeur, producteur, écrivain, président de Banlieues Actives. On a beaucoup de sujets à traiter. Ce soir, on va parler de Bachar al-Assad. Est-ce qu'il faut continuer à discuter avec lui? On sait qu'Emmanuel Macron, évidemment, lui a répondu après ses violentes critiques. On va parler de l'inquiétude des députés de la République En Marche par rapport au durcissement de la politique migratoire du gouvernement. Mais il y a un sujet qui vous concerne vous et dont vous avez envie de parler. C'est cette polémique autour du Conseil national du numérique qui est en pleine tourmente après la démission de sa présidente Marie Eklund. La jeune femme n'a pas accepté la décision du gouvernement d'écarter Rokhaya Diallo, militante antiraciste de cet organisme. On va écouter Rokhaya Diallo. Elle était il y a quelques instants l'invitée de Sonia, évidemment, dans les voix de l'info. Écoutez. Et je regrette que les personnes qui sont en désaccord avec moi aient considéré que ma voix ne devait pas être audible. Je comprends tout à fait qu'on puisse considérer que ce que je dis n'est pas juste. Moi, je ne le pense pas. Mais pour autant, est-ce que fermer le couvercle sur ma voix, qui est aussi la voix d'autres personnes, est-ce que ça fait avancer les choses? Le projet du Conseil national du numérique, c'était aussi un projet de dialogue. Et moi, je regrette aujourd'hui qu'on ne soit plus capable de s'entendre et de dialoguer. Voilà, elle était l'invitée de Sonia Mabrouk. Laetitia Krupa, c'est quoi les ressorts de cette affaire en fait? Alors les ressorts, déjà Rokhaya Diallo a une audience, notamment sur les réseaux sociaux, très importante. Donc c'est une personnalité influente, connue par énormément de Français. Donc quand on touche à Rokhaya Diallo, elle-même se présente comme un symbole de la communauté noire, puisque c'est ces droits-là qu'elle défend. On va dire, compliqué pour le gouvernement, cette histoire-là. Pourquoi? Parce qu'on le taxe de manque de démocratie, manque de dialogue, vient-elle de dire. Voilà de quoi est taxé le gouvernement. Moi, je pense que c'est une maladresse totale. Enfin, ils ont complètement raté cette opération, parce qu'au départ, comment ils présentent ce nouveau conseil numérique? Ils le présentent comme justement ouvert à d'autres personnes, ouvert à la société civile, indépendant, et donnant le droit justement à sa nouvelle présidente de choisir son équipe. Et bim, on lui dit ça, et ensuite on lui dit non, pas Rokhaya Diallo. C'est pas possible, on ne peut pas annoncer une volonté et se dédire dans la foulée. Ça, en même temps. Énorme erreur de communication. Hervé Morin, votre avis sur ce dossier? C'est-à-dire qu'on ne comprend pas bien pourquoi une personne qui n'est même pas l'exécutif du système, tout d'un coup se retrouve écartée. Et puis il y a quand même quelque chose d'assez particulier. Le monde du digital, c'est le monde de la liberté, c'est le monde de l'expression, parfois outrancière, parfois violente, parfois brutale. Mais considérer que ce monde du digital doit être enfermé dans des codes, c'est c'est une erreur. Voilà, purement et simplement une erreur. Razi Hammadi. Écoutez, ce qui est paradoxal, c'est que je reviens des États-Unis et où là-bas, jamais le son d'une opposition, d'une critique à Macron a dépassé le 1 sur l'échelle de Richter. Le sujet du Conseil national du numérique, on en parle. Alors on en parle parce qu'on est à Los Angeles, parce que la France a été reconnue ces dernières années sur un point, c'est que nous sommes devenus en effet une nation qui sur le numérique a compris les choses. C'est-à-dire qu'on a compris que c'est un pays où vous avez des entreprises américaines qui viennent s'installer en France parce que nos ingénieurs restent dans les boîtes. Quand tu vas au CES de Las Vegas, la présence française est considérable. Et on est reconnu pour ça. Et la première présence au sein de la France, c'est la Normandie en plus. Sans nul doute. Je ne le savais pas, j'apprends quelque chose. Mais on a pu foirer tout un tas de choses ces 5 dernières années au gouvernement, mais on a réussi ça. Et donc je trouve que ça, c'est vraiment dommage parce qu'on touche à des symboles. Je ne parle pas de Rokhaya Diallo, qui est une amie, même si je suis en désaccord quelquefois avec certaines de ses expressions. Mais c'est un monde qu'il faut laisser libre. Et la présidente, Marie-Evka, qui est pas une dernière venue dans ce monde-là, start-upeuse, mathématicienne, qui a étudié, qui a travaillé, qui a investi, elle voulait faire quelque chose qui ressemble à la France, qui ressemble au pays, qui ressemble à nos forces, à nos énergies, avec nos faiblesses, nos écueils, nos critiques. Et n'oublions pas que le Conseil national du numérique est quelque chose très important, mais qui est aussi indépendant. Et peut-être un dernier mot sur quelque chose d'essentiel. Oui, parce que c'est long. Oui. Et après, je voudrais entendre Ross sur ce dossier. Non, mais je pense que c'est important. C'est paradoxal quand moi, même. Je vais faire Laurence Ferrari maintenant. Une secousse. Vous aussi, vous voulez arrêter la politique pour devenir. Et un couac sur la communication viennent justement de ce monde qui était caricaturé, notamment par les opposants, c'est-à-dire les start-upers. Alors, ce Conseil national du numérique, à la fois sur l'éviction de Rokhaya Diallo et la démission de sa présidente. Écoutez, moi, je pense que tout ce qui se passe est révélateur d'un gouvernement qui a été mis en place, d'un système de conseillers autour de Macron qui
sont uniquement du même moule. Ce sont les mêmes, avec le même schéma de pensée. C'est-à-dire, si tu n'es pas de leur réseau, de leur façon de penser, tu n'as pas ta place dans tout ça. Donc, ça paraît bête ce que je suis en train de dire, mais c'est parti, l'histoire de Rokhaya par exemple est partie du fait qu'elle aurait soutenu le port du voile à l'époque. Ok, bon. Peut-être, mais et alors ça en fait quelqu'un qu'il faut supprimer. Elle s'en est expliquée tout à l'heure. Elle a dit qu'évidemment elle soutenait les femmes dans leur démarche, qu'elles veulent se voiler ou pas. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, je ne comprends pas pourquoi on la virait du Conseil numérique. Et en plus, on parlait de la liberté. Nous, quand on a monté Banlieue numérique à l'époque, c'est justement parce qu'on pensait que, à cause des problèmes de discrimination, le numérique aujourd'hui est une opportunité, une très belle opportunité pour des gens qui viennent de tout horizon. L'essentiel, c'est le talent que les gens peuvent avoir, parce que là, c'est comme dans le sport. Le sport, à un moment, vous pouvez discriminer autant que vous voulez. Il n'y a que le talent à un moment qui prévaut. Donc on l'a vu d'ailleurs quand il y a eu les polémiques à l'époque avec les histoires de quotas en équipe de France, ils sont vite revenus dessus parce qu'ils ont bien compris que on peut mettre qui on veut par rapport à sa couleur. Si la personne n'est pas performante, elle n'est pas performante. C'est quand même un gouvernement qui, sous ses aspects très gentil, très bienveillant, très ouvert, est quand même extrêmement verrouilleur. Mais absolument. Le Parlement n'a jamais été autant verrouillé. Quand vous pensez qu'un parlementaire, lorsqu'il veut déposer un amendement, ce qu'on me racontait ce week-end, quand il veut déposer un amendement, s'il est en marche, il doit soumettre son amendement au groupe, qui le soumet à une espèce de jury en disant tu as le droit de déposer l'amendement ou pas. Ça ne s'est jamais vu sous la Ve République. Oui, non plus. Mais bon, pour en revenir au Conseil numérique national numérique, le problème c'est que la polémique flambe sur la méconnaissance, voire l'ignorance de l'affaire. Parce que pourquoi on voulait que Rokhaya Diallo fasse partie de ce conseil? Qu'est-ce qu'elle aurait apporté? Moi, j'ai besoin de savoir ça avant de trancher. Et pourquoi, finalement, on n'en veut plus? Non, on ne l'a pas entendu dans les médias. Si. On entend juste, elle est discriminée, pas parce qu'elle est Rokhaya Diallo, parce que, sous-entendu, peut-être, elle est noire, parce que, sous-entendu, elle est militante activiste. Voilà, moi, je voudrais savoir quel apport... elle promettait dans ce conseil. Pourquoi on l'a choisi? Il y a aussi la question du racisme. Pourquoi on l'a choisi d'État, dont elle a beaucoup parlé et qu'elle défend. Mais c'est vrai que... Est-ce que c'est compatible avec le fait d'appartenir à une organisation gouvernementale? Alors c'est pas une organisation gouvernementale. C'est un conseil national indépendant. Écoutez, il y a des organisations indépendantes dans ce pays, il y a des académies, il y a des... On va pas rentrer dans le détail. J'ai pas envie de rentrer dans ce monde où chacun choisit son camp. Mais il y a quand même tout un tas de structures en France autonomes et indépendantes qui dépendent plus ou moins du parapublic et où il y a des personnalités qui individuellement sont discutables tant par rapport à leur parcours qu'à leurs propos. Bon, mais le but c'est de pas rentrer là-dedans, c'est qu'il faut du pluralisme. Alors, que voulait la présidente du Conseil national numérique? Rokhaya, moi je la connais, comme je vous l'ai dit, des fois je peux ne pas être en accord avec elle, c'est pas une grande spécialiste non plus du numérique. Non, Axiom est un rappeur qui est excellent, mais non plus. Mais ce que voulait la présidente, c'est la société civile. Dire, il faut de l'altérité, il faut du ligne, il faut c'est ça que je vous demande. Est-ce que c'est de l'image? Moi, je suis absolument pas d'accord. Ça, c'est compliqué. Pas tous en même temps. Qu'est-ce que vous savez des compétences de... Parce que je la connais. Oui, non, mais moi aussi, je la connais très bien, Rokhaya. Qu'est-ce que vous connaissez des compétences d'Axiom ou de Rokhaya dans la question du numérique? Moi, je fais plein de choses, mais est-ce que les gens savent qu'on a banlieue numérique et qu'on travaille sur les questions du numérique et je suis en train de monter un centre de formation en Afrique pour aider les jeunes déscolarisés en Afrique par rapport à ça? Non, les gens ne le savent pas parce qu'on n'en parle pas. Mais il faut pas avoir des préjugés sur les gens. Rokhaya, je pense que c'est plus un problème de personnes. Il y a des gens qui n'aiment pas son activisme et au même titre que moi je le vois sur les réseaux sociaux par rapport à des fois des positions que je peux avoir. On a le droit, on intervient sur plein de sujets. On a le droit de ne pas être d'accord, mais il faut se respecter et la République est là justement pour donner cette égalité aux uns et aux autres. Moi je lui ai exprimé mon soutien. Cela étant dit, le numérique, ça ne veut pas dire qu'on a des gens qui sont spécialistes du numérique. Justement, si vous avez un projet de start-up et que vous avez que des spécialistes du numérique, votre start-up, elle ne va pas marcher. Et ben voilà. Bon, c'est
ce que je voulais dire. On vous a entendu tous sur le sujet. En attendant, c'est vrai qu'il y a une vraie hypocrisie de la part du gouvernement. Il devrait dire, plutôt que tout mettre sur les épaules de ce pauvre Mounir Majoubi qui est en première ligne, qui a mis la pression, que ce soit au cabinet du président ou dans d'autres ministères, pour dire telle expression était un problème. Et ça, c'est pas correct. Je crois qu'on en est tous d'accord. Autre sujet très important, le sujet des migrants. Le gouvernement tente de déminer le terrain sur sa politique migratoire, alors que sa majorité de la République En Marche donne des signes, allez, pas de rébellion, mais en tout cas des signes d'inquiétude. Plusieurs députés ont dit clairement leur désaccord avec le durcissement de cette politique. On va écouter notamment les réactions de Manuel Valls, alors évidemment de la République En Marche, et Olivier Faure, qui est encore au Parti Socialiste. Il ne s'agit pas d'aller trier des migrants, il ne s'agit pas d'envoyer la police là dans les centres, il s'agit de savoir comment ensuite on traite tout le processus. Voilà qu'on cherche à disqualifier un dispositif qui est un dispositif d'urgence. Voilà la politique que mène ce gouvernement qui en oublie jusqu'à ses fondamentaux, c'est-à-dire à son devoir d'humanité. Alors, pour revenir à ce sujet, il est apparenté République En Marche, vous avez raison. On ne peut pas trier les migrants, il ne s'agit pas d'envoyer la police dans les centres. Vous êtes d'accord avec cette circulaire qui va permettre à des services de l'État d'aller directement dans les centres d'hébergement d'urgence pour l'identification des migrants? Je pense qu'il y a... Je pense qu'il y a une erreur de méthode. Moi, je suis pour, très clairement, l'expulsion des migrants en situation irrégulière. Il n'y a aucun doute là-dessus, dès lors qu'il n'y a pas, dès lors que ce ne sont pas des réfugiés, dès lors qu'il n'y a pas des causes politiques, etc. Je suis très clairement pour, parce qu'il y a des filières organisées. Et, en grosso modo, il y a une espèce de traite de la misère qui est absolument insupportable. Moi, je vois ça sur les ports de Normandie, pour prendre un exemple très clair, avec des filières albanaises organisées et qui font venir des hommes et des femmes qui sont de l'immigration purement économique et qui vivent dans des conditions absolument abominables. Mais en revanche, faire venir des fonctionnaires de l'État dans ce genre de centre, ça veut dire que vous les faites fuir dans la seconde. Parce qu'il ne faut pas croire un seul instant que même si on leur dit non, ils ne sont pas de la police, ils vont rester dans ces centres. Donc il faut tout de même que ces hommes et ces femmes aient des conditions de vie qui leur permettent d'éviter le pire. C'est tout. Là, d'une part, il y a une question d'humanité, de faire en sorte que ces hommes aient des conditions de vie, ou ces femmes aient des conditions de vie. Acceptable, c'est pas le mot, mais enfin, du moins qu'ils puissent se nourrir et avoir plus ou moins chaud. De l'autre est la question du traitement de l'immigration clandestine. Mais je pense qu'il y a une erreur à dire on va faire venir des fonctionnaires de l'État, même s'ils ne sont pas de la police, dans des centres qui sont là pour protéger et faire en sorte que ces hommes ou ces enfants puissent avoir des conditions de vie convenables. Là-dessus, sur cette circulaire. Écoutez, moi je crois qu'on perd la tête en ce moment. On fait n'importe quoi, mais alors n'importe quoi. Moi, ça me rappelle les heures sombres de la France quand on rentre dans ce type. Non, faut pas dire ça. Moi, je vous le dis, c'est comme ça que je le vis. On n'est pas Vichy, là. Écoutez, j'ai été pendant 10 ans sans papier, alors qu'il y avait toute ma famille ici en France. D'accord ? Je me suis retrouvé sans papier pendant 10 ans. C'est pas la même chose. Je peux vous dire l'angoisse. Non, mais attendez, je peux vous dire l'angoisse que ça représente pour les uns et les autres. Mais l'angoisse, et je peux vous dire ce que ça me rappelle là, c'est quand Nicolas Sarkozy, à l'époque, envoyait la police dans les écoles pour aller chercher des gamins de gens sans papier. Et ben voilà. Mais non, mais c'est jamais pareil. Ah. Mais discutez avec les gens qui les vivent et vous allez voir comment ils le vivent. Discutez avec les gens qui le vivent. Moi, je suis pas dans la théorie, moi. Je suis dans la pratique. Je vous parle de ce qu'on vit et du ressenti. Mais je pense que ce gouvernement, je ne comprends absolument pas ce qu'ils veulent faire. Aucune lecture de leur politique, que ça soit en interne ou que ça soit la politique extérieure. Ceux qui auront vocation à bénéficier du statut de réfugié. Voilà la réponse du Premier ministre. Donc, plus personne n'ira dans les centres. C'est aussi ça. Bon, je pense que là, pour le coup, par rapport à la recomposition, la décomposition et l'ensemble de ces termes qui effleurent à longueur d'éditoriaux les termes des journaux et des quotidiens, il y a un vrai test pour la droite et la gauche républicaine. Et sa capacité, l'une et l'autre, à ne pas raconter n'importe quoi. Tout d'abord, que ce soit la gauche ou la droite lorsqu'ils sont au pouvoir, les choses elles ne sont pas aussi évidentes que ça sur les questions migratoires. Donc il faut éviter déjà les caricatures. Honnêtement, entre Valls et Sarkozy, il n'y a pas franchement de différence. Sur les conditions en tout cas de régularisation, on avait des critères qui étaient transparents. Moi-même qui étais parlementaire à l'époque, j'ai vu des gens qui sur des critères objectifs étaient régularisés, là où dans la période précédente il n'y avait pas de critères objectifs, et notamment avec... il a quand même fait des choses
plutôt correcte dans ce niveau-là, notamment avec la circulaire Valls. Bref, en tout état de cause, ce que je veux dire là-dessus, et l'inquiétude des députés de la République. C'est que là, la politique qui est menée est plutôt politicienne et moins politique. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de tenir l'échiquier politique à ses deux bouts, c'est-à-dire satisfaire une partie de la droite en montrant que sur la question migratoire, regardez, on donne un petit peu à gonfler du torse, et puis de la même façon sur les autres. Je pense que c'est une erreur. Et en même temps, il y a aussi des règles fondamentales. On ne vient pas si on n'est pas. Moi-même, j'ai eu dans ma famille des sans-papiers, mais il est clair qu'on ne peut pas, hors cadre de l'asile ou de régularisation avec critères, venir sur le territoire. Maintenant, ça n'empêche pas. On ne doit pas en arriver à ce que vient d'expliquer d'ailleurs très bien Monsieur Morin, c'est-à-dire que des décisions contre-productives sur les principes et l'efficacité. Hervé Morin ? Non, je disais simplement qu'il y avait, quand tu évoquais l'idée qu'il puisse y avoir la politique par les deux bouts, je pense que le gouvernement n'est pas sur ce schéma-là, parce que très franchement, la lecture de la politique du gouvernement depuis 6 mois... Elle est quand même très clairement si vous êtes électeur de gauche et que vous avez été voté Macron, vous avez un sentiment d'être totalement cocu, quoi. Ça, c'est clair. Le dire, quoi. Enfin, voilà. Donc là, il ne tient pas par les deux bouts. Il est toujours sur le même bout, là, pour l'instant. Oui, mais en même temps, il y a la. Mais j'ai voté au second tour Macron comme ça. Je voulais dire par là. Alors, sur la conclusion d'Hervé Morin. Je sais pas simplement. Alors, sur la conclusion d'Hervé Morin, je souscris pleinement. Je ne vais pas reprendre les termes, mais vous m'avez compris, je suis d'accord. Maintenant, il est vrai qu'en même temps, sur les faits, il dit aussi, regardez, on va autoriser des gens à venir, 19 Africains qui sont venus sur le territoire. Il n'y a pas de problème pour les réfugiés politiques, pour les raisons humanitaires, etc. Je pense qu'il n'y a jamais eu de débat à droite et à gauche. Non, il n'y a pas de débat, mais dans la pratique, aujourd'hui, vous avez des gens qui sont... Là, on assiste à ce que le gouvernement a pensé dans sa stratégie, dans sa méthode, c'est-à-dire amener le débat d'abord dans les médias, ce qu'on est en train de faire là, pour l'emmener dans l'opinion publique, sur la place publique. Comme ça, on crève bien l'abcès, on sort le pu, et ensuite, au printemps, quand la loi arrivera à l'Assemblée, on sera sur la plaie, peut-être même cautérisée. Vous voyez, c'est ça en fait, c'est faire sortir le débat, que ça s'enflamme, que les polémiques s'enflamment pendant 3 à 4 mois, et ensuite on reprend le débat dans le champ politique. Et le piège, c'est d'être caricaturaux. Exactement, avec en parallèle Gérard Collomb, le Premier ministre. Parce que j'en vois à des gauche. discussions avec les députés pour les convaincre, ça c'est la méthode. J'en vois à gauche dans mon camp de cœur qui, dans l'hémicycle, main sur le cœur, condamnent et quelquefois font des comparaisons hasardeuses, notamment avec Vichy, mais qui dans leur propre ville, évacuent des gymnases pendant la trêve hivernale. Ou des squats avec des sans-papiers pendant la trêve hivernale. Alors, qu'est-ce qu'ils vont voter? Comme d'habitude, ils vont voter ce que leur main gauche contredit. Le doigt sur la couture du pantalon? Oui. Ok. Allez, on passe...